Bonjour mes chers amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ce sont les levées et les couchers héliaques des planètes, ou autrement dit, il s'agit du moment où une planète ou un astre dans le ciel apparaît ou disparaît à nos yeux dans le ciel. Cette pratique de l'observation de l'apparition et de la disparition des planètes et des étoiles fixes dans le ciel nous vient de l'Antiquité la plus profonde, où ces événements étaient utilisés véritablement pour faire des présages et des prévisions de très grande importance. En fait, c'était parmi les techniques les plus importantes, si ce n'est la plus importante technique d'observation et de prévision qui était utilisée. Il faut dire que du temps de Babylone et même de Sumer avant, les prêtres qui étaient astrologues et qui observaient le ciel quotidiennement avaient une compréhension toute particulière du ciel que nous avons complètement perdu de nos jours. Quand le prêtre antique levait les yeux vers le ciel et qu'il voyait une étoile, il était en présence d'une déesse ou d'un dieu qui était là en chair et en os devant lui et avec qui il pouvait communiquer, pour ne pas dire communier vraiment. Il lui adressait ses prières, il prenait des notes de ce que cette entité supérieure lui transmettait comme information et il appliquait ses connaissances après à la vie de tous les jours, la vie du roi, la vie du royaume, etc. Donc, dans cet univers antique où tout était vivant, considéré comme vivant, et où les planètes et les étoiles étaient des véritables êtres vivants qui étaient là, présents devant les yeux des astrologues, vous pouvez imaginer quelle importance avait la visibilité ou l'invisibilité d'une planète. Quand la planète était là, le dieu ou la déesse était là. Et quand elle disparaissait un beau jour du ciel, elle passait dans le monde invisible. Le monde invisible était le monde de lumière, puisqu'à ce moment-là, la planète se confondait avec le soleil. Les planètes disparaissent, entre guillemets, du ciel quand elles approchent leur conjonction avec le soleil et quand leur lumière se noie, en fait, dans la lumière, dans le halo, dans l'aura lumineux du soleil. Donc, leur disparition dans la lumière représentait leur mort, puisqu'elle passait dans l'au-delà, dans la lumière. Et à ce moment-là, ces divinités se transformaient dans d'autres divinités. Vous voyez, la planète n'était pas considérée comme étant toujours la même. Si par exemple, on observait Vénus du matin, c'était la déesse Inanna d'Akkad qui était là. Si on observait la planète Vénus le soir, après le coucher du soleil en tant qu'étoile du soir, c'était Inanna d'Uruk qui était là. Et si Vénus n'était pas là, elle représentait Ereshkigal. C'était la déesse qui régnait sur le monde des morts. Et toutes ces déesses avaient leur personnalité qui était bien particulière, bien personnelle. Et puis, à ces divinités étaient reliés des mythes, des histoires que nous pouvons étudier et desquelles nous pouvons tirer beaucoup d'informations et d'inspiration pour faire nos interprétations en astrologie. Je l'ai essayé, ça marche vraiment, vraiment très bien. Donc,
ces bascules entre visibilité, invisibilité, entre les mondes visibles, invisibles, des vivants et des morts, s'opérer pour toutes les planètes. Donc, pas que Vénus et Mercure, qui sont les planètes intérieures, qui se trouvent entre la Terre et le Soleil, mais également pour Mars, Jupiter et Saturne, qui sont les 3 autres planètes visibles à l'œil nu que les anciens utilisaient. Voilà, donc chaque planète de cette façon-là avait son moment de naissance où elle naît au monde. Son moment de naissance était se passer dans un degré particulier du zodiaque et avec des configurations particulières avec les autres planètes. Et du coup, c'était une... Comment dire, c'était comme une naissance avec son propre horoscope, si vous voulez. C'était la déesse ou le dieu qui naissait au monde dans la matrice terrestre pour nous et avait son cycle de vie qui commençait par un horoscope. Et donc chaque planète a de cette façon-là une durée de vie, une durée de luminosité à elle, qui est spécifique à elle et qui englobe le moment depuis sa naissance à son apparition en tant que lumière séparée dans le ciel, puis son cycle de visibilité qui dure plus ou moins longtemps selon les différentes planètes et qui se termine avec le dernier soir où elle est visible. Donc nous avons plusieurs mois qui peuvent s'écouler entre ce début et ce fin de visibilité. Par exemple, pour Vénus, ce cycle dure à peu près 9 mois, en sachant qu'elle fait 2 conjonctions avec le Soleil, une qui est supérieure, une qui est inférieure, une qui se passe en moment où elle est directe, et donc il dure plus longtemps, à peu près 3 mois, et une autre invisibilité qui arrive quand elle est rétrograde, donc ça dure moins longtemps, c'est à peu près 3 semaines. Mais quand vous mettez l'un dans l'autre et vous faites une moyenne, bon, son cycle de vie, de visibilité est d'à peu près 9 mois. Chaque planète a son cycle de vie de cette façon-là. Je ne vais pas vous les énumérer tous maintenant. C'est pour saisir le principe en fait de qui va s'appliquer à tous. Voilà, donc comment savoir ce qu'on a dans notre horoscope? Est-ce que dans notre horoscope à nous, une planète est visible ou invisible? C'est une chose difficile à savoir. Dans la tradition, il y a, en fait, selon les différentes traditions, il y a différents degrés qui sont donnés, des degrés standards un petit peu pour chaque planète, qui représentent le nombre de degrés d'écart que la planète doit avoir par rapport au Soleil pour être visible, pour devenir visible. Mais ces degrés-là sont un peu schématisés et ils ne correspondent pas toujours à la réalité. Ils peuvent l'être, par exemple, pour Vénus, qui est une planète assez facile à prévoir, mais par contre, pour Mercure et Mars, par exemple, c'est très difficile, parce que ce sont des planètes qui ont une grande excentricité de leur orbite autour du Soleil, qui change de luminosité de manière spectaculaire et par là sont, comment dire, susceptibles d'être plus ou moins capables d'apparaître par leur propre lumière dans le ciel. Des fois, leur luminosité est trop faible pour qu'ils puissent être aperçus, même s'ils sont assez éloignés du Soleil. Vous voyez,
notamment pour Mercure, c'est souvent le cas. Vous pouvez voir qu'il est très éloigné du Soleil, même jusqu'à son maximum, jusqu'à 23 degrés par exemple, et vous pouvez déduire qu'il est visible, alors qu'en réalité, il se trouve loin de la Terre à ce moment-là, il n'est pas très brillant et il est en réalité invisible. Donc il va sauter toute sa période d'éloignement du Soleil, va rester invisible tout le temps. Vous voyez, et ça, c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas appliquer des degrés standards comme ça pour juger de leur visibilité ou invisibilité. Mercure notamment, c'est une planète qui est visible très très rarement. Là, j'ai calculé pour 2024, pour la France, Mercure sera visible au total 70 jours. Donc, vous voyez, c'est 20% du temps à peu près. Et c'est pas beaucoup. Donc, la plupart des humains sont nés avec un Mercure invisible. Voilà. Maintenant, ce qui est bien maintenant, malgré tout, c'est que nous avons des logiciels qui peuvent faire ce travail. Et notamment, moi je travaille avec le logiciel un logiciel qui s'appelle Placidus 7, qui est un logiciel vraiment extraordinaire, et je tiens à vous dire quelques mots de son créateur, puisque vous allez comprendre pourquoi c'est important. L'astrologue qui a créé ce logiciel, c'est Monsieur Rumen Kolev, et j'ai fait avec lui 2 vidéos sur la chaîne. Vous pouvez le voir. Les vidéos, ils sont toujours. Elles s'appellent Apocalypse 2021, je crois. C'était pendant le temps du Covid. Rumen Kolev est un astrologue bulgare qui est vraiment un génie de l'astrologie, qui restitue l'ancienne tradition hermétique, la version originale en fait. Il essaye d'arriver à restituer la version originale de l'hermétisme grâce au fait qu'il parle et sait lire plusieurs langues anciennes, comme l'acadien. Il sait lire le cunéiforme, il comprend le pahlavi, l'ancien grec, le latin, plein de langues modernes également. Et grâce à ce savoir, il peut vraiment puiser à la source dans beaucoup de textes anciens. Mais également, en ce qui nous concerne pour cette vidéo, il a effectué plus de 1000 observations directes d'événements héliaques avec des planètes et des étoiles fixes. Et grâce à ces observations, il a pu créer un logiciel. Donc ce logiciel qui s'appelle Placidus 7. Ce travail, en fait, lui a permis une grande exactitude des calculs. Il nous a raconté que même les observations qui viennent de la NASA, etc., ne sont pas exactes, puisque ce ne sont pas des observations, pour vrai dire. Ce sont que des calculs qui sont faits de manière théorique. Vous voyez, la pratique a montré autre chose que la théorie. Et c'est une très grande leçon, puisque ceci démontre à quel point nous pouvons nous faire illusion dans nos jours modernes en croyant que la technologie peut vraiment tout faire et que de manière scientifique nous pouvons obtenir n'importe quel résultat. Or c'est faux. Enfin, je parle de la science juste théorique. L'observation a montré carrément autre chose au niveau de ces observations. Ceci est vraiment un grand, comment dire, un signe pour nous astrologues, du fait que nous avons perdu le lien avec la nature, perdu le vrai lien avec les astres.
Nous ne parlons plus aux astres, nous ne communiquons plus avec eux, nous ne sommes plus en communion avec eux, nous ne faisons plus des prières aux astres, nous sommes complètement déconnectés et les résultats sont bien là puisque très souvent les astrologues de nos jours ne comprennent même pas le cycle lunaire, ne sauraient même pas vous dire où est le premier croissant lunaire, où il faut le chercher dans le ciel. Ça arrive très souvent. Je ne blâme personne, mais il faut se ressaisir et peut-être se corriger. Voilà, c'est un petit... comme ça, un petit encouragement. D'ailleurs, j'aimerais encourager toute personne qui aime l'astrologie à observer le ciel et vous dire que ce que j'ai appris en observant le ciel, je l'observe depuis à peu près 6-7 ans, ce que j'ai appris, c'est que les étoiles, les astres vous enseignent des choses que vous ne pouvez pas toujours lire. Vous pouvez, si vous faites une méditation ou un vide mental avant d'observer les astres, vous pouvez, grâce à leur lumière qui vous arrive, obtenir des inspirations, des idées, des émotions qui vont vous envahir, surtout en observant Vénus. Vous pouvez avoir des idées qui vous viennent de Mercure, etc., etc. Des impulsions d'action si vous observez Mars, des aperçus sur votre colère également, enfin, etc. Pour chaque planète, selon sa nature, en fait, elle va vous enseigner en direct. Et si dans votre horoscope, vous avez des planètes problématiques qui vous créent des problèmes à un moment donné, vous pouvez, en les observant, travailler sur ces problèmes-là, puisque c'est le principe même qui œuvre pour vous à ce moment-là. Vous vous reliez à cette divinité ou à cette entité vivante, puisque l'univers est vivant, le cosmos est vivant, la Terre est vivante, les planètes, les étoiles sont vivantes, des entités vivantes. Même si, oui, les étoiles sont très loin et que leur lumière nous arrive avec du retard, oui, c'est vrai, mais malgré tout, elle nous arrive. Et elle est vivante. Elle comporte des énergies vivantes et des informations. Donc, l'observation est très importante de ce point de vue. Puis, je peux vous dire que dans le travail astrologique, utiliser ces phases héliaques est très très porteur. Vous pouvez les utiliser dans le pronostic, dans les dans les progressions secondaires. Vous pouvez aussi utiliser leur cycle en fait de vie, de répétition de leurs apparitions, notamment avec Vénus, puisque par exemple la planète Vénus apparaît à 5 endroits différents du zodiaque durant chacun de ces nouveaux cycles en formant un pentagramme de cette façon. C'est d'une beauté absolue et ce pentagramme se déplace dans le temps et ses rayons peuvent toucher des planètes, peuvent jouer un rôle dans la synastrie, dans la comparaison de thèmes. En fait, c'est juste immense. Ça a un pouvoir vraiment immense dans le, dans le travail astrologique. C'est génial. Donc, ça c'est pour inciter les collègues astrologues à vraiment s'intéresser à cette technique-là. Et puis, pour ceux qui sont amateurs, vraiment d'observer le ciel. Je pense que c'est à peu près tout pour cette fois-ci. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous allez observer le ciel. Et pour ceux qui le font, je serai très heureuse que vous me fassiez part de vos émotions et de ce que vous avez vu. Et j'ai oublié,
quelque chose d'important. Je prépare un calendrier. Je suis en train de travailler sur un calendrier pour que vous puissiez facilement avoir accès à toutes les phases iliaques sur une année. Il va sortir bientôt, j'espère, je croise les doigts, que ça arrive bientôt. Je vais vous en parler séparément dans une vidéo, mais tenez-vous prêts à avoir un nouvel outil de travail également. Merci à vous, à bientôt.